On ouvre le robinet et hop, l'eau coule. Ça paraît tellement simple, presque magique. Mais d'où vient-elle vraiment? Quel est le voyage incroyable qu'elle a fait pour arriver jusqu'à nous? Aujourd'hui, on va suivre le parcours d'une goutte d'eau, juste pour comprendre sa vraie valeur. Quand on regarde la Terre depuis l'espace, on la surnomme la planète bleue. Et c'est pas étonnant, hein, 72% de sa surface est couverte d'eau. Quand on entend un chiffre pareil, on a l'impression que c'est une ressource infinie, non? Sauf que cette première impression est un peu trompeuse. La réalité, elle est bien différente. Prenez toute cette eau. 97,5%, c'est de l'eau salée. Celle des océans, des mers. Impossible de la boire comme ça. Donc, la quasi-totalité de l'eau qu'on voit est en fait hors de portée. Bon, alors, qu'est-ce qui nous reste? Si on enlève l'eau salée, puis toute l'eau douce qui est en fait gelée dans les glaciers, inaccessible, eh bien, on arrive à ce chiffre, c'est presque fou. Seulement 0,8% de toute l'eau sur la planète est directement exploitable pour nous. C'est tout ce qu'on a. Et voilà le grand paradoxe de notre planète bleue. Elle est littéralement recouverte d'eau. Mais l'eau qui nous est vraiment utile, elle, est une ressource d'une rareté extrême. Alors comment on s'organise pour gérer cette toute petite fraction si précieuse? Pour que ce petit 0,8% arrive tranquillement jusqu'au robinet, il ne suffit pas de se pencher sur un ruisseau. Non, non. Derrière ce simple geste, il y a tout un système super complexe et la plupart du temps totalement invisible qui travaille pour nous en permanence. Allez, imaginons le voyage d'une seule goutte d'eau. Tout commence quand elle est pompée dans une rivière ou une nappe souterraine. Ensuite, direction l'usine de traitement pour la rendre parfaitement potable. Une fois qu'elle est nickel, elle est stockée, souvent dans un château d'eau, avant d'être distribuée via des kilomètres et des kilomètres de tuyaux. Une fois qu'on l'a utilisée à la maison, son voyage n'est pas fini. Les égouts l'emportent vers une station d'épuration qui va la nettoyer, la purifier, avant de la rendre toute propre à la nature. Et hop, la boucle est bouclée. Ce cycle, c'est ce qu'on appelle l'eau directe. C'est la partie visible de l'iceberg. Mais notre véritable impact, ce qu'on appelle notre empreinte hydrique, est beaucoup, beaucoup plus grand. Parce qu'il y a l'eau qu'on voit, et puis il y a toutes celles qu'on ne voit pas. Il faut donc voir deux choses. D'un côté, la consommation directe. Ça, c'est facile, c'est l'eau du robinet. Mais la plus grosse partie, et de loin, c'est la consommation indirecte, ou l'eau virtuelle. C'est toute l'eau nécessaire mais cachée pour produire notre nourriture, nos jeans, nos smartphones. Et c'est là que se trouve l'énorme majorité de notre empreinte. Si on zoome sur notre consommation directe, à la maison, les choses sont assez claires. La salle de bain, c'est la grande championne. Entre les douches, les bains, les chasses d'eau, c'est là, et de loin, qu'on utilise le plus d'eau. Et pour que cette idée d'eau virtuelle soit bien concrète, regardons ce qu'il y a dans notre assiette. Pour produire seulement 200 grammes de poulet, il faut environ 860 litres d'eau. Pas mal, non? Mais attention, pour la même quantité de bœuf, on passe à plus de 3000 litres. C'est juste énorme. Ça veut dire que nos choix alimentaires ont un impact hydrique caché qui est absolument colossal. Ok, le constat est assez frappant. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on n'est pas impuissant, il existe plein de solutions. On peut tous et toutes agir, que ce soit à notre petite échelle ou à l'échelle de toute la société, pour mieux protéger cette ressource. Au quotidien, franchement, chaque geste compte. Traquer la petite fuite qui goutte, préférer une douche rapide à un grand bain, installer des petits mousseurs sur les robinets, toutes ces actions qui paraissent anodines, mises bout à bout, permettent de réduire notre consommation directe de façon significative. Mais soyons clairs, l'effort individuel ne peut pas tout faire. L'action collective, elle, est cruciale. Il faut moderniser nos infrastructures, entretenir les réseaux pour stopper les fuites, réduire les pollutions qui viennent de l'industrie ou de l'agriculture, et surtout, protéger les zones où l'on puise notre eau potable. C'est vraiment une responsabilité partagée. Voilà, on arrive au bout de ce voyage. La prochaine fois qu'on ouvrira un robinet, on se souviendra peut-être de tout ce chemin parcouru par cette simple goutte d'eau. Alors la question qui reste, elle est toute simple. Maintenant qu'on connaît son histoire, quelle valeur va-t-on vraiment accorder au prochain verre d'eau ?